Dernier intervenant de cette table ronde, Martine Aoussa, que les plus anciens de cette session de la Baule connaissent bien parce qu'elle était de la première édition, Martine. À l'époque, elle s'occupait de T2A. Je me souviens, on avait une réunion plus confidentielle que celle-là. On présentait à la fois la T2A et la CCEM. Ça faisait deux innovations majeures quand même pour l'auditoire. Martine, elle a été antérieurement à sa carrière et son statut de directrice de l'ARS de Languedoc-Roussillon, là, elle a été médecin libéral, transitoirement sans doute. Après, elle est passée médecin conseil. Puis après, elle est passée à la DHOS. Et puis, c'est elle qui a monté la T2A avant de prendre l'ARS. Martine, la question que j'ai envie de vous poser, c'est le rôle des ARS et des agences dans la diffusion du progrès technique. Est-ce que vous êtes spectateur? Est-ce que vous êtes accompagnateur? Est-ce que vous êtes acteur? Ou est-ce que vous prétendez à le devenir plus encore en sujet? Alors, merci beaucoup de m'avoir invité. Puis c'est vrai, quel plaisir d'être là quand on a été dans la première et qu'on voit l'évolution. Vraiment, merci beaucoup de me donner l'occasion de cette expression. Même si c'est un peu à l'arraché, si je puis dire, puisque voilà, je ne savais pas hier encore que j'allais m'exprimer devant vous, mais je le fais très très volontiers. C'est le privilège des grands, ça, Martine, on savait. On verra à la fin de l'exposé. Alors en fait, le sujet, c'est le sujet de l'innovation. Le sujet de l'innovation et du territoire. Alors on a entendu l'innovation dans ses évolutions technologiques. C'est bluffant, on voit des choses qui évoluent et on se dit oui, et dans la salle, quelques questions du style « mais comment on fait pour prendre en charge au plan financier? Quelle est l'organisation administrative qui va derrière? Une complexité ?» Effectivement, qui fait qu'en fin de compte, sans doute, dans notre pays et dans d'autres pays, le sujet de l'innovation technologique n'est pas porté assez rapidement sur l'ensemble du territoire et que de ce fait, on est noyé effectivement dans des difficultés qui sont des difficultés administrativo-économiques. Et Dieu sait que dans le cadre de la T2A, nous avons été sur ce sujet de la prise en charge de l'innovation dans des réflexions de fond sur lesquelles effectivement je ne m'étendrai pas. Deuxième point, l'innovation de la structure de l'offre. On a entendu aujourd'hui un jeune passionné nous dire un CHU de 500 lits. On rêve, un CHU de 500 lits. On réfléchit aujourd'hui encore pour en construire de 1500 lits. Or, ces 1500 lits, on les aura encore si on réfléchit aujourd'hui. Ça mettra 10 ans pour se faire, 30 ans pour exister. Voilà, l'innovation dans la structure de l'offre. Et puis on a parlé hier et aujourd'hui encore des MVZ, mais en Allemagne, on sait bien qu'on a des centres de chirurgie autonomes. Voilà un sujet dont on parle depuis fort longtemps, au moment où, en France, on a du mal à faire en sorte qu'on fasse évoluer la chirurgie ambulatoire dans nos structures. Il paraît qu'il y a des limitations multiples et variées, professionnelles, individuelles, financières, bref. Là aussi, l'innovation a sans doute du mal à intégrer nos structures. Alors, je voudrais, face à ces grands éléments, revenir à des sujets qui vont vous paraître sans doute beaucoup plus terre-à-terre, mais c'est le rôle difficile des agences régionales de santé, que de revenir toujours sur la mise en œuvre. Alors c'est bien de réfléchir, nous notre sujet c'est sur notre territoire on fait comment pour essayer de faire avancer un petit peu l'ensemble de ces points. Et avant d'évoquer ces points-là, ces difficultés-là, vous dire que dans le cadre de l'innovation, on est rarement dans des innovations de rupture, je pense que ce sujet-là nous mettra à peu près d'accord, qu'on est plus souvent sur des évolutions, et pourtant, dans le domaine du comportemental, eh bien, ces évolutions sont très complexes, et c'est vrai que nous ne parvenons pas à avoir, dans des délais qui sont ceux de la technicité ou de la technologie, des évolutions
comportementales qui sont de même nature. Alors, quel problème ? L'évolution sur la prévention, sur la promotion de la santé, on touche à l'individu, à la responsabilité de l'individu sur sa propre santé, sur l'évolution de sa propre santé. Vous êtes tous là, vous savez combien c'est difficile. On cherche des outils pour les informer et ils vous disent « mais moi, si vous me donnez des médicaments, peut-être que je pourrais manger ce que je veux ». Et donc oui, c'est compliqué. Le comportemental, l'humain, c'est compliqué. Et puis petit à petit, c'est vrai qu'on se dit il faut aller vers une médecine personnalisée. La médecine personnalisée, c'est quelque chose qui est une évolution, qui est donc une forme d'innovation régulière sur tout un tas de sujets médicamenteux, de prise en charge, d'accompagnement, on en parlait hier. Et puis petit à petit, les gens vous disent, eh bien, oui, moi je préfère les domiciles à l'hospitalisation et donc ça ouvre la porte à des innovations qui sont des innovations structurelles, la prise en charge ambulatoire plutôt que la prise en charge hospitalière, médecine, chirurgie, je ne parle pas que de chirurgie ambulatoire. Et puis ça parle aussi sur le médicament, la chimiothérapie orale plutôt que la chimiothérapie en intraveineux, bref. Tous ces sujets-là sont des sujets qui portent l'innovation dans le comportement. Et puis en même temps qu'on vous dit, moi je voudrais du domicile, je voudrais de l'accompagnement, finalement des choses plus légères, la référence reste malgré tout la médicalisation. Ça veut dire que dans les EHPAD aujourd'hui, on vous dit c'est pas normal qu'il n'y ait pas d'infirmière tout le temps. C'est pas normal qu'il n'y ait pas de médecin tout le temps. En même temps, on demande du confort, en même temps on demande de l'accompagnement, et en même temps on a la référence médicale qui reste. Et donc ces éléments comportementaux, qui sont des éléments d'orientation vers des innovations un peu différentes, la demande de nos concitoyens est très contradictoire. On ne peut pas tout faire en même temps. Et donc je pense qu'aujourd'hui, nous essayons, nous avons des projets, on met des infirmières en astreinte dans les EHPAD pour que nous ayons moins d'hospitalisation, parce qu'il vaut quand même mieux avoir des infirmières dans les EHPAD plutôt que d'hospitaliser lorsque ça n'est pas justifié nos patients. Pour le domicile aujourd'hui, c'est vrai qu'on promeut les alternatives, mais en même temps, on se dit que la prise en charge, notamment en kinésithérapie à domicile, signifie qu'il faudra fermer des structures de soins de suite. Et ça va devenir un vrai sujet. Et puis en même temps, on se dit, oui, une médecine personnalisée, comment faire, sous quelle forme, avec quels éléments de financement, et donc comment y parvenir, même si aujourd'hui, nous savons tous que cette médecine personnalisée, c'est quelque part la manière de bien traiter, c'est la bonne pratique qui doit donc se faire à la fois d'ailleurs sur le plan médical, et c'est souvent sur le plan du traitement, c'est souvent ce à quoi on pense, mais également sur le plan évidemment de l'accompagnement. Et puis c'est vrai, le sujet, la réponse qui arrive, ou les réponses qui arrivent avec les nouvelles technologies, sur le plan technologique évidemment, mais au-delà de ce plan-là, avec, pour chacun des concitoyens, une utilisation vraisemblablement différente et qui n'est pas de même nature entre les générations. Les jeunes ont une utilisation des technologies que n'ont pas les adultes et que n'ont pas non plus nos aînés. Or, il faut penser à l'ensemble de la gamme de ces populations qui ont donc, vis-à-vis de la technologie, une relation différente et une personnalisation de l'utilisation de ces technologies qui est très différente. Et puis d'ailleurs, pour les professionnels, pourquoi en serait-il différent? Les jeunes professionnels utilisent les technologies d'une manière différente, et nous le savons bien avec l'informatisation, eh bien, des cabinets notamment, nous le savons, avec une utilisation différente. Alors, l'innovation, c'est tout cela, c'est également d'imaginer pour les tutelles, de nouvelles modalités de régulation, de nouvelles modalités de financement, parce qu'effectivement, nous sommes, et les uns et les autres, nous le savons bien, dans une contrainte économique qui, à chaque fois, eh bien, nous rappelle à l'ordre. Et au milieu de tout ça, pour répondre à la question qui m'a été posée, le territoire. Alors, le territoire, c'est quoi ? Honnêtement, on vient de nous parler dans le domaine de la recherche d'un territoire
d'un territoire qui, quelque part, se veut un territoire de rayonnement dans le domaine de la recherche, avec un regroupement pour faire en sorte qu'effectivement la recherche devienne, face à la confrontation internationale, quelque chose, et donc un regroupement des territoires. Et puis, on a des territoires aujourd'hui, bien sûr, je vous dirai absolument rien, mais la réforme, malgré tout, est quelque chose qui frappe à notre porte. Et donc, le territoire, c'est quoi? Est-ce que c'est une entité culturelle? Et alors, les pays, Est-ce que c'est un volume d'habitants? On dit dans un certain nombre de situations, et nous avons eu, nous, dans le traitement du zonage, eh bien voilà, il faut traiter les territoires, et puis on a eu un volume d'habitants pour dire, voilà, il y a des territoires fragiles et non fragiles, etc. C'est quoi le territoire? C'est des territoires qui sont des territoires administratifs. Aujourd'hui, on a les départements qui sont des territoires administratifs. Est-ce que c'est ça, le territoire ? Et puis aujourd'hui, un sujet peut-être que vous connaissez un tout petit peu moins, et qui est le sujet de la politique et de la gestion de la politique de la ville, où on nous demande de faire des territoires qui sont des tout petits territoires, des carreaux, dans des plus grands territoires, avec ce que cela comporte dans le domaine de la santé, qui est de s'intéresser au sujet de la population dans un territoire qui est trop petit pour qu'en fin de compte on puisse l'évoquer. J'ai donc essayé, au travers de ce préambule qui ne se veut pas du tout polémique, de vous dire combien le sujet de l'innovation et du caractère structurant du territoire est un sujet compliqué, parce que d'abord il faudrait qu'on s'entende, et qu'il y a sûrement des territoires pour faire des choses et d'autres territoires pour en faire d'autres, et que le rôle de l'ARS, il est d'essayer de faire régulièrement, de préparer le terrain sur un certain nombre de sujets, avec bien entendu une cible, une ambition. Et donc je voudrais revenir, si vous me le permettez, sur le sujet du parcours. Parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup du parcours. Tout un chacun dans cette salle va dire le parcours, c'est l'idéal. Oui, c'est l'idéal. Le parcours, c'est cette espèce de prise en charge coordonnée par pathologie qui fait que on fait les choses ensemble, et qu'en fait, c'est accompagné également en pluridisciplinaire, en prise en charge plurielle pour accompagner l'ensemble du cursus du patient dans la filière des soins que nous savons tellement complexe. Oui, tout ça c'est très bien, et on fait comment? Parce que le vrai sujet aujourd'hui, honnêtement, je le dis comme je le pense, c'est pas de continuer à se dire qu'il faut faire des parcours. C'est de se dire, mais comment on fait? Comment on fait? Ça veut dire ensemble, là, c'est bien, on va tous faire ensemble, tout le monde est d'accord. Mais comment on fait? Quel est le premier point? Quelle est la marche? Comment nous faisons? Et ça, c'est notre question. C'est votre question et c'est notre question. Et c'est notre responsabilité que de se dire comment on fait marche par marche. Et donc, je me posais la question de ce sujet dans ma région, dans mon territoire, et nous avons bien entendu échangé avec d'autres professionnels pour se dire, à la limite, le parcours, c'est quoi? C'est quelque chose qui, au-delà de la description qui en est faite dans sa globalité, c'est de se dire, nous avons une population au niveau d'un territoire qui est une population plurielle. Des jeunes, des plus anciens, des patients, des malades, et nous avons à prendre en charge cette cohorte au niveau d'un territoire. Le territoire, d'abord, il faut le choisir. Choisissons un territoire à la limite suffisamment modeste pour que nous sachions à peu près à quoi correspond cette cohorte, et puis, bien entendu, pas trop petit pour qu'en fin de compte, il y ait une cohorte qui soit valide lorsqu'on fait l'examen des besoins. Et puis, on se dit, mais cette cohorte-là, c'est quoi le parcours de chaque individu dans cette cohorte? Et vous allez rapidement me répondre, parce que c'est vous qui les traitez, ces patients, dans la cohorte. Vous allez me dire, mais attendez, ils sont pluriels. Il y a des jeunes avec des enfants qui ont besoin d'un acte, et puis après ils quittent
bien sûr, le parcours, parce que ils ont leur vie et que même si on parle de parcours de vie, honnêtement, l'idéal, la prévention, etc., bien sûr qu'il faut faire tout ça. Et d'ailleurs, il y a aujourd'hui sur nos territoires des associations sportives, etc. Et si tout le monde les empruntait honnêtement, l'offre existe. Mais donc, on a besoin d'une prise en charge ponctuelle. Et puis, il y a des pathologies pour lesquelles, et notamment les pathologies chroniques, pour lesquelles il y a besoin d'une prise en charge prolongée, mais dont le creuset doit être la proximité et donc le territoire, au sens modeste dont je parlais tout à l'heure. Et puis, il y a des pathologies chroniques sévères, ou du moins nécessitant que ces patients soient pris en charge dans des filières qui dépassent très largement le territoire, et je pense notamment à une pathologie chronique qu'est le cancer. Le sujet du cancer, c'est la proximité, mais c'est d'abord et notamment en période aiguë, la possibilité d'être pris en charge, et je pense, et vous me direz si vous pensez le contraire, qu'à un moment donné, c'est le cancérologue qui est le pivot. Bien sûr qu'il faut le généraliste, mais vous avez aussi un cancérologue pivot. Et donc, quelque part, il faut que ce parcours emmène le patient là où il est justifié qu'il aille, au-delà du territoire. Ça, c'est le parcours aigu. Et puis, il y a le parcours, lorsque ça n'est plus aigu, où on revient sur le territoire. Le pivot, c'est le territoire de proximité. Et donc, dans ce territoire de proximité, si on veut répondre à la fois aux personnes âgées qui sont en dépendance, voire en risque de dépendance, si on veut répondre aux patients qui reviennent d'un parcours d'un traitement de cancer, ou si on veut répondre à des pathologies comme des diabètes qui peut-être sont allés en hospitalisation à temps partiel et qui sont revenus sur le territoire traités par le médecin traitant, comment est-ce qu'on peut faire? Il faut donc que sur ce territoire, nous ayons, et c'est comme cela que l'agence régionale Languedoc-Roussillon réfléchit, il faut que nous puissions offrir sur le territoire ce que nous appelons, nous, un panier de services minimum, fondamental, et qui répond à ces besoins de proximité, dont évidemment le soin de premier recours et le soin spécialiste de second recours, ce que vous appelez de second recours, avec des liens en filière et en coordination suffisamment forts pour que chaque entité, chaque habitant de ce territoire, non seulement trouve autour de lui la coordination suffisante lorsqu'il est dans le territoire, mais trouve aussi dans ce relationnel avec le premier recours, notamment, la filiation, la filière nécessaire à son traitement lorsqu'il doit dépasser ce territoire. Et donc, aujourd'hui, nous sommes dans cette situation de se dire comment on fait pour inscrire cela dans la réalité. Ce panier de services dans la réalité, nous avons, en Languedoc-Roussillon, une liste de prestations nécessaires, notamment les accroches pour les adolescents qui sont en mal-être. Il y a comme cela un certain nombre, on a 12 éléments qui sont des éléments de prestation que tout un chacun doit trouver sur un territoire. Et puis, derrière, des parcours qui finalement introduisent effectivement des possibilités de prise en charge dans de bonnes conditions, avec à chaque fois la coordination des soins et sur le territoire, une coordination entre les professionnels de santé et les autres, à partir notamment de plateformes de coordination et de soins. Et donc, voilà un peu ce que je voulais vous dire sur... On peut évoquer tous ces sujets. La difficulté que nous rencontrons, c'est incontestablement la mise en œuvre, c'est-à-dire comment s'engager sur ce chemin, comment se dire qu'en fait, on va réussir à faire cela, à répondre à ces besoins, parce que chaque fois qu'on met quelque chose en place, c'est un puzzle qui fait que les pièces, petit à petit, trouvent leur place, se juxtaposent et finissent par donner l'image qui est celle de l'ambition et de la cible. Mais n'imaginons pas que, même si on en parle beaucoup de cette cible, et si on en parle longtemps, on réussira à trouver les pièces qui, quelque part, auront la couleur et permettront la juxtaposition satisfaisante pour parvenir à l'image. Alors, pour conclure, innover, oui, bien sûr, innover dans le comportemental, innover dans
mais c'est compliqué, le comportemental. C'est le comportemental de chaque individu. On touche à la sensibilité des uns et des autres. Oui, se former, mais d'abord avoir la conviction qu'ensemble, on veut atteindre l'ambition et les enjeux dont nous nous sommes dotés. Je pense notamment au parcours, comment faire, et peut-être commencer par des choses bien modestes, mais avec l'ambition et l'image que nous avons en fond de toile. Dernier point, peut-on innover dans un système contraint? Je vais vous donner mon opinion. C'est justement dans les systèmes contraints que nous innovons. Merci Martine Augustin. Compris de cette belle conclusion. J'avais un peu peur parce que je la connaissais que, devenant directeur d'ARS, on leur imposait en troisième langue la langue de bois, mais elle, ça va à peu près. Question? Tout va bien? Martine, si, j'en ai une, moi, qui va essayer de faire la synthèse aussi avec le topo précédent, notamment de M. Leroy. C'est un peu à vos fonctions antérieures que je fais appel. Comment il est possible que la télécardiologie, dont tout le monde est d'accord à la date d'aujourd'hui pour dire ça marche, c'est efficient, et ça bloque apparemment en commission de CCAM ou je ne sais trop quoi, mais c'est quand même un truc surréaliste, quoi. On a envie d'être italien, là. Oui, en fait, c'est télécardiologie. Bien sûr, je ne connais pas le sujet, l'ayant, le sujet particulier, je veux dire ponctuel. Mais à l'époque où on avait travaillé sur le sujet de l'innovation dans le cadre de la T2A, on s'était posé la question de se dire comment faire en sorte de faire avancer le sujet de l'innovation, alors que, à juste titre, soit l'assurance maladie est hérétive en se disant mais si d'un seul coup je fais rentrer ça à la nomenclature, tout le monde va le faire, s'en emparer, etc., ça va me coûter très cher. Premier sujet. Deuxième sujet, c'était aussi la haute autorité qui nous disait ah mais attendez, il faut évaluer ce sujet. Il faut l'évaluer d'abord au plan médical et puis en plus il faut l'évaluer après au plan médico-économique. Et donc une fois qu'on s'était dit ça, on s'était dit, bon, bah alors, comment faire pour respecter finalement ces deux grands freins? Il y en avait plein d'autres, hein, évidemment, mais ces deux grands freins qui me semblent majeurs, le sujet économique et financier et le sujet de l'évaluation et de l'évaluation médico-économique. On s'était dit, eh bien, l'idée pourrait être que, face à une nouvelle technologie, l'évaluation est, entre guillemets, la base. On ne peut pas ouvrir à une technologie non évaluée. Ça, c'est hors de question. On est tous d'accord là-dessus, je pense, et tous nos concitoyens le seraient aussi. Et donc, une fois qu'elle est évaluée en base par la haute autorité, sauf que ce qu'on demandait à la haute autorité, c'était de ne pas attendre que l'innovation soit sortie, tout bien faite, polissée. On lui disait, mais regardez les émergences et souciez-vous des émergences. Et allez regarder les émergences qui vous, parce que vous avez des compétences, peuvent vous paraître les émergences qui vont évidemment sortir. Et dans ces cas-là, commencez à travailler sur ces émergences. Et commencez à nous dire en termes d'évaluation, si vous pensez, parce qu'il y a d'autres pays qui l'ont déjà fait, que les choses peuvent évoluer. Et puis, une fois qu'on aurait fait ça, on aurait déjà une première évaluation. Après, la deuxième question, c'est est-ce qu'il faut l'ouvrir à tout le monde ou pas? Sujet d'état-vie. Voilà, parce que j'ai eu à travailler sur ces fameuses dates. Eh bien, la question c'est, dans un premier temps, compte tenu du prix, notamment du matériel, non, on n'ouvre pas pour tout le monde. Mais inversement, on dit certaines équipes doivent commencer à le faire. Et c'est l'occasion de faire une évaluation médico-économique. Donc on dit, allez, mais il faut aller vite. Tant d'équipes, on les connaît quand même, hein, les bonnes équipes de cardio et de chirurgie cardiaque. Donc tant d'équipes, allez, elles prennent ça, elles le font. Pendant ce temps-là, on fait de l'évaluation médico-économique et bien sûr de l'évaluation médicale. Et à la fin, on se dit, on a ce qu'il faut. On a des équipes qui savent faire, on a des équipes qui éventuellement ont formé les autres, on a des éléments d'évaluation médicale et d'évaluation médico-économique. Après, c'est le sujet. Est-ce qu'on ouvre à tout le monde ou est-ce qu'on n'ouvre pas à tout le monde? Et en fait, on peut sur certains sujets dire oui, il faut ouvrir parce que c'est justifié. Et alors, eh bien c'est comme ça, il faut que ça rentre à la CCAM, c'est comme ça. Ou on dit non, on donne seulement à certaines équipes et pas à d'autres parce qu'il doit y avoir des liens entre équipe et innovation.
Et dans ces cas-là, on se dit, eh bien, ces équipes-là, on leur permet la facturation, le financement, mais on les étoile pour être sûr qu'en fin de compte, quand l'information passe pour être payée, on dit celui-là il y a droit, celui-là il n'y a pas droit. C'était pas compliqué, on peut le faire, on sait le faire. Et donc aujourd'hui, voilà, l'innovation est une complexité, mais il y a, me semble-t-il, des chemins techniques pour trouver des solutions. Le vrai sujet, est-ce qu'en fait, les uns et les autres veulent trouver ces solutions? Merci. Je vous propose de... Pardon, oui. Oui. Luc. Je vais intervenir parce que c'est vrai que cette table ronde, l'université, la formation, les innovations, la possibilité, je veux dire, d'entreprise libérale de pouvoir investir, et puis l'ARS qui est en région, structurer les territoires. Puis je me demandais quand même, on a identifié des phrases, qui ne manquait pas quelqu'un dans ce tour de table. Alors peut-être que s'il avait été là, finalement, ça aurait été plus pour écouter. On ne lui aurait peut-être pas demandé de prendre la parole, mais c'était par rapport à ce bilan. Et puis, peut-être que s'il avait été là, les langues se seraient moins déliées, le discours aurait été moins décoiffant. C'est quand même dans les freins. Alors d'accord, Martine, que c'est dans les contraintes qu'on va plus innover. Et entre autres, en effet, pourquoi pas dans les contraintes financières? Parce qu'en effet, on est tous conscients qu'aujourd'hui, éventuellement, en restant dans le même cadre financier, on peut innover. Après ça, donc, où sont les freins? Parce que je sais pas, moi, quand j'entendais intervention sur le CHU, j'étais en train d'imaginer lundi, dans les dépêches, le CHU de Caen est à vendre, sans les murs, hors les murs. Je sais pas, on aurait pu imaginer ça. J'ai quand même l'impression qu'il y a un DGARS qui a voulu prendre quelques initiatives dans l'Est de la France, en région Rhône-Alpes, et que ça lui a coûté son poste. Après ça, donc, globalement, et puis aussi, il y a une loi de santé dont on parle énormément, et donc quand une loi de santé qui innove, la prévention, la santé, donc il faut quand même un minimum de moyens pour investir, mais en même temps, on apprend il y a 3 jours qu'il y a 2 milliards d'euros à trouver, et que là, on va les trouver, c'est sur la protection sociale. Donc je me dis une nouvelle loi, mais avec quels moyens? Et que finalement, il y a aussi le rôle du politique. Alors, c'est pas le seul frein. Des freins, il y en a plein. Il y a déjà nous qui sommes des freins, parce que remettre en cause des fonctionnements de 20-25 ans. Mais globalement, il y a aussi un frein à l'innovation, qui sont toutes ces contraintes administratives. Et que c'est vrai, il y a des moments, on aimerait bien qu'il y ait le politique là, mais juste pour entendre, parce que le discours serait probablement convenu, mais qu'il y ait cette prise de conscience, et qu'aujourd'hui, pour les gens qui veulent innover, je veux dire, il y a quand même des moments, il faudrait sur un plan culturel, l'exemple du CHU est typique, je veux dire, pouvoir aller au-delà, je veux dire, et arriver à prendre des initiatives et avoir du courage politique. Et est-ce qu'aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est pas finalement du courage politique? La question reste ouverte. Madame. Merci Patrick. Oui, Corinne Le Soder, vice-présidente de la Fédération des médecins de France. Hier et aujourd'hui, j'avais beaucoup d'envie de vous poser plein de questions. Là, c'est plutôt une synthèse. On est parti d'en haut avec effectivement l'administration, avec l'économie, avec toute cette structure plombante, puisqu'en fait c'est stratifié, c'est verrouillé. Là ici, on est tous des gens de terrain. On a oublié quelqu'un d'essentiel, il n'y avait personne sur l'estrade de patients. Non, mais il y a vous dans la salle, ça va. Non, mais moi je suis médecin. Mais ce que je veux dire, c'est que nos patients, c'est notre but de vivre, c'est notre façon de leur... Tout ce qu'on a appris, on le retransmet. Eux ont une demande. Moi, je suis assez surprise de voir l'innovation qui passe beaucoup par la technologie, beaucoup pour l'informatique. Et on se rend compte que les patients, petit à petit, sont en train justement de repousser la surmédicalisation, sont en train de repousser cette technicité, sont en train d'aller vers d'autres choses que la médecine, avec des médecines parallèles. Ils sont très demandeurs. Beaucoup de mutuelles se sont engouffrées là-dedans, la sécurité sociale le refuse. Il y a énormément de choses on a écrasé beaucoup de choses qui existaient avant... tout ce qu'on a voulu mettre en avant en étant l'innovation, je ne critiquerai pas automatiquement la pharmacie, mais c'est vrai qu'on a tué, entre autres, la phytothérapie, on a tué énormément de choses, l'arboristerie. Là, c'est en train de revenir de façon en boomerang. Il est vrai que la médecine, malheureusement, c'est comme tout le reste, c'est une histoire de mode.
On a pendant un moment fait dormir les enfants sur le dos, puis après on a crié au loup en disant qu'il fallait les faire dormir sur le ventre, puis maintenant on les remet sur le dos. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez important de voir qu'on est dans cette espèce de mouvement pendulaire. On ne trouvera jamais l'équilibre, c'est certain. Il y a aussi toute l'investigation économique, alors territoriale soit, mutualiste, de fonds de pension, puisqu'on est en train de changer tout le système de façon importante en faisant des cliniques, ce sont devenus des hôtels médicaux, en faisant qu'en fait toute la biologie est mangée par des grosses structures, que la radiologie c'est pareil, on est en train de baisser les actes de radiologie pour que tous les professionnels de santé perdent leur outil de travail. On est en train de créer des structures qui sont de plus en plus sous la manne effectivement de fonds de pension et d'investisseurs. Il est évident qu'on a besoin d'argent. On se rend compte que la technicité va servir à quelques personnes et ont un coût énorme, que beaucoup de gens de terrain demandent simplement à rester chez eux, à pouvoir vivre de façon correcte chez eux. On sous-entend et on sous-estime la prévention. La prévention, effectivement, le parcours de vie et le parcours de soins sont deux choses qui vont s'intercaler, mais le parcours de vie commence dès la naissance et se finit avec la mort. On refuse actuellement la mort, 80% des gens décèdent à l'hôpital. Il y a toute une chose qui est en train de... On a surmédicalisé, on a surtechnicisé les choses. Écoutons un petit peu nos patients, écoutons les gens de terrain qui vivent ça au jour le jour. La médecine a énormément évolué. Moi, quand j'ai fait médecine, la médecine, c'était quelque chose qui faisait qu'en fait, la pathologie existait. Maintenant, on est passé dans le social. Il est vrai que les consultations de médecine générale sont à plus de 50% dans le social. Il a fallu évoluer. Il a fallu évoluer aussi avec effectivement beaucoup de choses. Et par rapport à l'innovation, je pense que l'innovation n'est pas la même entre l'innovation qu'on fait au niveau du haut et l'innovation qui vient au niveau du bas. Et je pense que c'est ça qu'il faut, c'est faire l'interface entre les deux. Ce débat sur ces 2 jours a été très enrichissant et effectivement montre que ces deux interfaces doivent se coller et qu'il doit y avoir quelque chose au milieu et ne pas voir, je pense, les structures qui viennent d'en haut comme des structures pénalisantes et des structures cassantes et économiquement déstructurantes et voir aussi que les gens qui viennent d'en bas sont des gens qui sont quand même cortiqués, des gens qui sont à l'approche de leurs patients. Et tout à l'heure, je me disais, quand j'entendais la recherche sur ce qui se passe, on n'est pas en stabulation hospitalière toute notre vie. Quand on sort de l'hôpital, on manque de beaucoup de choses. C'est ça l'innovation qu'il faudra apporter à nos étudiants. C'est pour ça qu'il est important qu'ils aillent en stage, en pratique. Mais je pense qu'il y a des choses à voir, à regarder qu'il y a une pépinière et quelque chose de très important dans tous les médecins de terrain que je remercie et que vraiment je voudrais mettre en avant. Voilà. Est-ce que vous reviendrez l'année prochaine, madame? Oui. Quel lien demain avec les autres? On s'en tient là. Il est midi et quelques, c'est bien. Je vais vous proposer d'applaudir collectivement nos intervenants.